Bien, bonjour à tous. On va donc poursuivre ce cours sur l'acquisition de la composition chimique des eaux d'écoulement. Donc après les généralités qu'on a vues précédemment, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Et on va notamment se pencher sur l'ensemble des processus d'acquisition de la composition chimique d'une eau d'écoulement. On va donc en fait détailler les principaux processus de production de la matière dissoute que l'on entraîne ensuite vers les cours d'eau. Alors, on va d'abord faire un point sur ce qu'on appelle l'équilibre des carbonates. Ça va permettre d'avoir un aperçu simple sur les équilibres chimiques présents dans une solution naturelle, et ce d'autant plus que, assez fréquemment, cet équilibre des carbonates, c'est celui qui domine, et notamment qui contrôle le pH des solutions naturelles. Alors, lorsque je place de l'eau pure à l'équilibre avec une phase gazeuse contenant du CO2, typiquement si je prends par exemple un cristallisoir que je remplis d'eau et que je mets au contact avec l'atmosphère, c'est ce qui va se passer, je vais mettre en jeu les équilibres suivants. Tout d'abord, le produit ionique de l'eau, parce que évidemment, si j'ai de l'eau, eh bien, je la dissocie en H+, plus au H-, avec la constante thermodynamique connue pour une température donnée. La loi de Henry qui décrit la dissolution du CO2 gaz dans l'eau pour donner de l'acide carbonique, toujours pareil avec une constante KH à une température donnée. Cet acide carbonique H2CO3 va se dissocier en HCO3- plus H+. H2CO3 est un acide faible et donc donne potentiellement un proton, avec une constante K connue pour une température donnée. Et puis HCO3- se dissocie lui-même en CO3 plus H+. Et cette réaction est contrôlée également par une constante K2, là aussi définie à une température donnée. Pour terminer, je vais pouvoir compléter ce système d'équations par un bilan de charge basé sur le fait qu'une solution naturelle est électriquement neutre, à savoir que la somme des anions en équivalent de charge doit être égale à la somme des cations en équivalent de charge. Et donc évidemment ici, je fais la somme de mes anions en solution en équivalent de charge, qui doit être égale à la concentration en H+, puisque c'est le seul cation en solution. Si je reprends ce système d'équations, et notamment la définition de mes constantes thermodynamiques, je vais passer tout cela en log. Je vais donc pouvoir définir pour chacune de mes espèces en solution, OH-, H2CO3, HCO3-, CO3-, le log de leur concentration en fonction des constantes thermodynamiques des équilibres, KW, KH, K1 et K2, en fonction du pH, et on n'oublie pas que le pH est égal à moins log de la concentration en H+, autrement dit, que la concentration en H+, est égale à 10 puissance moins pH. Et puis, je vais, pour terminer, exprimer mes espèces en solution également en fonction du log de la pression partielle de CO2. Donc ça, c'était pour un système eau pure à l'équilibre avec une phase gazeuse qui contenait du CO2. On va maintenant ajouter à ce système une phase solide, et la phase solide la plus fréquemment rencontrée dans les contextes géologiques, c'est la calcite. Je reprends donc mon dispositif cristallisoire plus eau pure que je mets à l'équilibre avec une phase gazeuse qui contient du CO2, et dans lequel je vais plonger un morceau de calcite. Les équilibres en jeu sont toujours ceux du système CO2 eau pure, auquel je vais rajouter la dissolution de la calcite. Donc CaCO3,
donne Ca2+, plus CO3-, toujours avec une constante thermodynamique d'équilibre connue pour une température donnée. J'ai donc une espèce de plus en solution, qui est l'ion calcium, Ca2+, et donc une équation de plus à l'équilibre qui va m'aider à déterminer les concentrations en solution de chaque composé. Je terminerai par, toujours pareil, un bilan de charge qui lui est modifié dans le sens où j'ai cette fois-ci une espèce cationique supplémentaire qui est le calcium. Le log de la concentration est toujours le même pour OH- et l'ensemble des espèces carbonatées, H2CO3, HCO3- et CO3-. Et j'introduis une cinquième équation issue de la dissolution de la calcite à l'équilibre. À l'équilibre justement, et donc pour une température fixée, je vais pouvoir connaître les valeurs des constantes d'équilibre KH, K1, K2, KS0 et KW. Je vais donc pouvoir calculer la concentration de chacune de mes espèces en solution en fonction du pH et de la pression partielle de CO2. J'ai donc encore deux inconnues, donc il y en a une de trop, et en fait je vais tout simplement considérer que la pression partielle de CO2 dans ma phase gazeuse est constante. Je vais la fixer, ce qui me permettra à ce moment-là d'exprimer chacune des espèces en solution en fonction uniquement du pH. On peut traduire ça dans un diagramme. Je fixe donc la température, 25 degrés, et je fais varier les concentrations des différentes espèces en solution en fonction du pH. Donc on a reporté ici sur l'axe des ordonnées le log des concentrations, et sur l'axe des abscisses, le pH. Et on va faire varier ces concentrations en fonction du pH pour deux pressions partielles de CO2. Une pression partielle de CO2 à 10 puissance moins 2,5 atmosphères, qui figurera dans ce diagramme en très plein, et l'autre à 10 puissance moins 3,5 atmosphères, qui figurera dans ce diagramme en très pointillé. Je peux alors tracer l'évolution des concentrations des espèces en solution pour les hydrogénocarbonates, HCO3-, les carbonates, CO3-, et les ions calcium, Ca2+. Pour terminer, on calculera la composition de la solution à l'équilibre en vérifiant simplement l'équation d'électroneutralité, à savoir que la somme des cations doit être égale à la somme des anions en équivalent de charge. Et donc le seul pH possible pour ma solution est celui pour lequel cette somme des cations est bien égale à la somme des anions. Pour une pression partielle de CO2 de 10 puissance moins 2,5, le pH de la solution, ou le seul pH possible de la solution, est équivalent à 7,6. Et pour une pression partielle de CO2 à 10 puissance moins 3,5, le seul pH possible, pour lequel l'équation d'électroneutralité est respectée, est égal à 8,3. Grâce à ce modèle, on peut donc déterminer la composition chimique d'une solution à l'équilibre pour différentes conditions de pression partielle de CO2 et de température. Et ce, aussi bien dans le cas d'un système eau pur CO2 ou bien dans le cas d'un système eau pur CO2 CaCO3 qui est un petit peu plus compliqué. Dans le cas du système eau pur CO2, que l'on place à l'équilibre avec une pression partielle de CO2 de 10 puissance moins 3,5 atmosphères, ce qui correspond à la pression partielle de CO2 régnant dans l'atmosphère, eh bien, on calcule que le pH aura une valeur de 5,65 et que l'espèce carbonatée dominante sera l'acide carbonique, loin devant les autres.
Dans le système un petit peu plus compliqué, eau pure, CO2, CaCO3, toujours à 25 degrés, on va considérer deux équilibres. Un équilibre avec une pression partielle de CO2 de 10 puissance moins 3,5 atmosphères, à nouveau, donc correspondant à l'atmosphère terrestre. On calcule que le pH est alors de 8,3 et que l'espèce carbonatée en solution majoritaire est l'ion HCO3-. Enfin, toujours dans le système eau pure CO2 CaCO3, mais cette fois-ci à l'équilibre avec une pression partielle de CO2 de 10 puissance moins 2,5 atmosphères, qui correspond en fait à la moyenne de la pression partielle classiquement enregistrée dans les sols. Donc elle est plus élevée puisqu'on dégrade de la matière organique et donc on produit du CO2. Et bien à ce moment-là, on aura des solutions qui seront un petit peu plus acides, avec un pH de 7,6 à 25 degrés, et toujours pareil, l'espèce carbonatée dominante en solution sera l'ion HCO3-. Je n'ai pas figuré CO3 ici, puisque en fait il est toujours très négligeable par rapport aux autres espèces carbonatées. Alors ça va nous aider à comprendre, ou à mieux cerner, la façon dont le pH varie dans les solutions naturelles. Lorsque je suis à l'équilibre avec une pression partielle de 10 puissance moins 3,5 atmosphères, eh bien ça correspond en fait à une rivière en milieu carbonaté à saturation vis-à-vis de la calcite. Typiquement, si je prends l'Ouche, qui arrose la ville de Dijon par exemple, on est en contexte carbonaté, à l'équilibre avec la calcite, et le pH à 25 degrés est généralement aux alentours de 8,3. Si je prends le même système, mais à l'équilibre avec une pression partielle de CO2 plus élevée, donc 10 puissance moins 2,5 atmosphères, comme dans les sols, eh bien on retrouvera typiquement le pH des sources en milieu carbonaté, à nouveau à saturation vis-à-vis de la calcite. Et donc pareil, si je prends une source d'un affluent de l'Ouche, par exemple, eh bien à 25 degrés, son pH sera aux alentours de 7,6. Enfin, lorsque je n'ai pas de calcite dans mon système et que j'ai uniquement de l'eau pure et une phase gazeuse contenant du CO2, comme par exemple l'atmosphère, eh bien ça correspond en fait à l'eau de pluie. Et si j'échantillonne de l'eau de pluie et que je mesure son pH, eh bien généralement à 25 degrés, celui-ci est à peu près équivalent à 5,65. Donc ça c'est un exemple des équilibres qui peuvent être en jeu dans les solutions naturelles, et on voit bien notamment comment le pH est régulé par l'équilibre des carbonates. Alors on va essayer de voir maintenant quels sont réellement les différents processus de mise en solution. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, on va essayer de voir comment ça se passe exactement, quelles sont les réactions en jeu, quels sont les éléments mis en jeu. Par exemple, quel est le processus qui permet de mettre en solution du calcium à partir de la calcite? On va parler en fait de processus d'altération chimique des minéraux. Alors le plus simple de ces processus, c'est sans doute la dissolution simple dans l'eau. De quoi s'agit-il? Eh bien, on le voit à travers la dissolution de la halite, par exemple ici. Il s'agit simplement de mettre en solution les ions ou les éléments, les composés constitutifs du minéral par simple contact avec de l'eau, ce qu'on appelle la solvation. Le quartz, qui est un autre minéral, va se dissoudre également de la même façon, à la grande différence que ici, pour la dissolution du quartz, la cinétique de la réaction est extrêmement lente, alors qu'elle est extrêmement rapide pour la dissolution de la halite. Un autre exemple de dissolution, celui de l'anhydrite, qui, toujours pareil, au contact de l'eau, le calcium et les ions sulfates qui constituent l'anhydrite au départ se mettent en solution, simplement par solvation.
Un autre processus d'altération des matériaux qui est assez fréquent, en fait, c'est l'oxydation. L'oxydation, c'est tout simple, c'est on met un matériau plutôt réduit, en présence d'eau et d'oxygène, pour oxyder ce matériau. On le voit ici à travers l'oxydation de la pyrite. FeS2, que je mets en présence d'oxygène et d'eau. Je vais en fait oxyder le fer de la pyrite pour former ici de l'hématite, Fe2O3, et donc qui est un résidu que je laisse sur place. Et puis je vais mettre en solution surtout des ions sulfate et des protons. En fait, comme on le voit ici, l'oxydation de la pyrite fabrique en fait de l'acide sulfurique. En fait, une oxydation, eh bien en fait, c'est une fabrique à protons. On va le voir à travers d'autres exemples. Alors ici, il ne s'agit pas d'un minéral, mais de matière organique. Si je prends alors un terme générique de matière organique, c'est H2O, une molécule simplifiée sinon simpliste, que je mets en présence d'oxygène. Toujours pareil, je vais à ce moment-là oxyder le carbone sous forme de CO2, qui lui donne potentiellement, on le sait déjà, en présence d'eau, un acide qu'on appelle l'acide carbonique, qui se dissocie en HCO3- plus H+. Alors une réaction qui n'est pas réellement une réaction d'oxydation, mais qui s'y apparente fortement, c'est tout simplement la dissociation d'acide organique. Donc là, encore une fois, ce n'est pas une réaction d'oxydation, mais si je prends une molécule organique avec des radicaux carboxyliques ici, COOH, c'est un radical carboxylique, et bien en fait, ce radical carboxylique donne potentiellement un proton, et donc en fait, chaque fois que j'ai un radical carboxylique, j'ai un acide organique potentiel. Alors, lorsque l'on a de l'azote organique, et qu'on nitrifie cet azote organique, donc voilà encore une fois une molécule organique avec un radical NH2, que je mets en présence d'oxygène, et bien à ce moment-là, je vais en fait oxyder l'azote pour faire des ions nitrates que je vais libérer en solution, en même temps qu'une quantité équivalente de protons. Donc la nitrification d'azote organique eh bien, produit un acide qu'on appelle l'acide nitrique en fait. C'est à peu près la même chose lorsqu'il s'agit d'engrais azotés. On a NH3 ici qui se fait oxyder pour donner des ions nitrates et des protons. On voit donc bien que en fait, dès qu'on a de l'eau et de l'oxygène, ce qui est quand même assez fréquent dans des environnements superficiels, eh bien, on va facilement produire des protons. Et ces protons sont en fait, dans leur grande majorité, neutralisés par d'autres réactions d'altération chimique qu'on appelle des réactions d'hydrolyse acide. Et en fait, ces réactions d'hydrolyse acide, c'est le processus majoritaire d'altération chimique des minéraux des roches. Alors, en voici un exemple. Je prends un minéral silicaté comme l'albite, que je vais altérer en kaolinite. Alors l'albite, voici sa formule, que je mets en présence d'acide carbonique, c'est-à-dire CO2 plus H2O, et je vais produire du sodium en solution, Na+, et puis des ions hydrogénocarbonate, et enfin de la silice dissoute. Dernière chose, je vais en fait laisser sur place un résidu qui est en fait ici un minéral argileux qui s'appelle la kaolinite. Alors on peut trouver d'autres exemples. Ici par exemple l'altération d'orthose en moumorionite.
Alors la différence avec l'albite, c'est que ici j'ai un potassium à la place du sodium. Et puis la différence en termes d'hydrolyse acide, c'est que je laisse sur place un autre résidu qui n'est pas la kaolinite, mais qui est ici plutôt la montmorillonite. Encore un exemple, altération d'anorthite, donc c'est un silicate calcique cette fois-ci, en kaolinite, donc c'est le résidu que je laisse sur place, et donc je produis en solution du calcium et des ions hydrogénocarbonate. Alors il n'est pas utile ici de connaître par cœur ces équations, hein, on est bien d'accord, mais il faut essayer de comprendre et surtout de retenir qu'elles produisent, alors premièrement, des cations alcalins en solution, et ces cations sont issus des minéraux, du sodium par exemple qui est issu de l'altération de l'albite, du potassium ici issu de l'altération de l'orthose, ou encore du calcium ici issu de l'altération de l'anorthite. Donc des cations alcalins en solution qui viennent des minéraux. Deuxième production, ce sont les ions hydrogénocarbonate. Vous voyez qu'à chaque fois, j'ai une quantité d'ions hydrogénocarbonate équivalente, alors en équivalent de charge, hein, à la quantité de cations alcalins. En fait, ces ions HCO3-, ils sont issus de l'acide carbonique en totalité. Et donc ils ne viennent pas des minéraux, ici en l'occurrence, mais ils viennent bien en fait du CO2 produit par oxydation de la matière organique dans les sols. Et en fait, si ici je vous présente ces réactions d'hydrolyse acide avec de l'acide carbonique, c'est bien parce que c'est le principal acide impliqué dans les réactions d'hydrolyse acide. Et pourquoi c'est le principal acide impliqué? Tout simplement parce qu'il est extrêmement facilement obtenu par oxydation de la matière organique des sols. Donc je me retrouve dans mes solutions avec, d'une part, des cations qui sont issus des minéraux des roches, et d'autre part, des ions hydrogénocarbonate en grande quantité, qui eux viennent en fait de l'oxydation de la matière organique initialement. Dernière production de ces réactions d'hydrolyse acide, ce sont les résidus que l'on va laisser sur place, hein, qui sont en fait la plupart du temps des minéraux argileux comme la kaolinite ou les montmorillonites. Alors, dans certains cas, la mise en solution est totale et donc on ne laisse aucun résidu sur place. C'est le cas lorsque je vais altérer de l'olivine, qui est un silicate magnésien, Mg2SiO4, toujours en présence d'acide carbonique. Et donc je produis toujours en solution des cations alcalins et des ions hydrogénocarbonate, mais aucun résidu. Un autre exemple, cette fois-ci avec un minéral que l'on connaît bien désormais, qui est la calcite. Eh bien, la calcite, donc c'est pas un minéral silicaté, mais cette calcite s'altère également par le biais de processus d'hydrolyse acide. Donc c'est ACO3 que je mets en présence d'acide carbonique ici, pour donner, toujours pareil, des cations alcalins qui proviennent du minéral et des ions hydrogénocarbonate. La petite variante ici, c'est que mes ions hydrogénocarbonate proviennent pour moitié du CO2 du sol, et pour l'autre moitié, effectivement, du minéral, puisque là, en fait, la calcite contient en fait du carbone, sous forme d'ion carbonate. Alors, pour terminer, quelques mots sur ce qu'on appelle les échanges ioniques dans les sols, et plus particulièrement sur l'échange cationique. Alors, l'échange cationique, ce n'est pas une réaction chimique proprement dite, mais c'est un processus fondamental, un processus clé, qui va contrôler très fortement la composition chimique des solutions de sol. Alors, de quoi s'agit-il exactement? On va trouver dans les sols des particules qu'on appelle complexes argilo-humiques, parce que ce sont des particules qui sont constituées d'un mélange de matière organique et de minéraux argileux. Et en fait, ces
particule, donc ce complexe argilo-humique, a la propriété d'être chargé négativement, et donc de pouvoir absorber à sa surface des cations. C'est ce qu'on appelle l'adsorption cationique. Alors on parle d'adsorption avec un D comme Denis, et non pas d'absorption. On est bien d'accord, c'est bien différent. Donc en fait, on a des liaisons qui sont très faibles ici, c'est-à-dire qu'on peut très facilement désorber le cation. On a donc des liaisons entre le cation et le complexe argilo-humique. Alors ce complexe argilo-humique est extrêmement important parce que ça permet de stocker des éléments qui sont facilement accessibles pour la nutrition des plantes. C'est donc un élément de fertilité essentiel pour les sols. Alors, ce qui nous préoccupe, nous, plus particulièrement, c'est le contrôle de ce complexe argilo-humique sur la composition chimique des solutions de sol. Lorsque je vais mettre ces particules argilo-humiques en contact avec une solution, qui va être chargée, concentrée en différents éléments, notamment des cations alcalins, eh bien on va assister à des échanges cationiques entre la solution et le complexe argilo-humique. Ces échanges sont en fait contrôlés par les gradients de concentration entre la phase liquide et la phase adsorbée, et on va retenir que en fait, les cations vont toujours aller de la phase la plus concentrée vers la phase la moins concentrée, de façon à équilibrer les concentrations en cations dans les deux phases, liquide ou solide. Par exemple, si le complexe argilo-humique est saturé en sodium, Na+, et que je le mets en contact avec une solution qui, elle, est plutôt chargée en potassium, K+, eh bien, le sodium adsorbé va s'échanger contre du potassium en solution, de façon à rétablir les équilibres. Alors, on peut se poser la question, en fait, d'où viennent tous ces cations? Eh bien, la plupart du temps, tous ces cations, donc les cations de la solution, qui vont éventuellement s'absorber sur le complexe argilo-humique, tous ces cations proviennent en fait de la dissolution ou de l'hydrolyse acide des minéraux des roches. Alors, tous ces processus de mise en solution sont contrôlés par de nombreux facteurs, ce qui rend assez complexe la compréhension de la mise en solution des matériaux. Donc on ne va pas rentrer beaucoup dans le détail ici. La première chose qu'on peut dire, c'est que les facteurs hydroclimatiques sont souvent évoqués comme facteurs qui contrôlent la dissolution. Et on retiendra notamment que, en général, un climat chaud et humide favorise la mise en solution. Ceci dit, la composition chimique des solutions naturelles est d'abord liée au fait que, premièrement, les matériaux vont résister de façon très variable à l'altération chimique, c'est-à-dire que mes minéraux des roches ne sont pas tous égaux devant les processus d'hydrolyse acide. Il y en a qui s'altèrent facilement et d'autres qui s'altèrent beaucoup plus difficilement. La deuxième chose qu'il faut retenir également, c'est que les éléments, une fois mis en solution, il faut qu'ils y restent. Si on veut pouvoir les transférer, il faut qu'ils restent en solution. Et là aussi, la mobilité des composés en solution est très variable. Certains composés ou éléments chimiques sont très mobiles en solution, d'autres ne le sont pas du tout. Et donc ça va avoir un contrôle très fort sur, évidemment, la composition chimique des eaux naturelles, puisque je ne vais trouver dans ces eaux naturelles que des éléments qui sont capables de rester en solution. Alors, quand je disais que les minéraux n'étaient pas tous égaux devant les processus d'altération chimique, eh bien, lorsqu'on étudie par exemple la résistance des minéraux silicatés à l'altération chimique,
on va découvrir que, en fait, plus ils ont été formés à haute température, plus ils sont fragiles vis-à-vis de l'hydrolyse acide. Je m'explique un tout petit peu. Si je prends des minéraux comme l'olivine ou les plagiocases calciques, par exemple, qui ont été formés à haute température dans les chambres magmatiques, eh bien en fait, ils sont beaucoup plus fragiles vis-à-vis de l'hydrolyse acide que des minéraux comme la biotite ou la muscovite ou encore le quartz, qui eux sont formés à beaucoup plus basse température. Et donc on observe en fait qu'on a des gradients de fragilité vis-à-vis de l'altération chimique qui reprennent en fait l'ordre de cristallisation dans une chambre magmatique. Donc, les minéraux cristallisés, les premiers, sont en fait les plus fragiles vis-à-vis de l'altération chimique, alors que les minéraux cristallisés en dernier sont eux beaucoup plus résistants. En d'autres termes, une roche silicatée qui contient une forte proportion de quartz, donc qui s'altère difficilement, sera beaucoup plus résistante qu'une roche silicatée contenant peu de quartz, ou pas du tout de quartz. Un exemple classique, un granit va s'altérer beaucoup plus difficilement qu'un basalte. Un autre point important, voire extrêmement important, c'est le fait que, une fois que les éléments sont en solution, eh bien, il faut qu'ils y restent, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient une certaine appétence pour la solution. Alors, une façon d'aborder ce problème extrêmement complexe, c'est d'utiliser le diagramme de Goldschmidt, un diagramme extrêmement célèbre, qui va plotter dans un diagramme binaire les éléments par rapport à leur rayon ionique, qu'on met généralement sur l'axe des ordonnées, et en fonction de leur charge ionique qu'on met sur l'axe des abscisses. Et Goldschmidt en fait définit deux droites qu'il appelle potentiel ionique. Alors le potentiel ionique c'est quoi? C'est le rapport entre le rayon ionique et la charge ionique. On a donc dans ce diagramme deux droites, une qu'il fixe avec un potentiel ionique qui est égal à 3, et l'autre qui fixe avec un potentiel ionique qui est égal à 10. Et il va faire trois groupes. Le groupe des cations solubles, qui sont gros, enfin de taille relativement importante et faiblement chargés. Le groupe des hydrolysats, qui sont de taille intermédiaire et moyennement chargés. Et puis le groupe des complexes anioniques solubles, qui sont de très petite taille, mais très fortement chargés. Alors, la répartition des charges électriques à la surface de l'ion et sa taille explique notamment son comportement vis-à-vis de l'eau. Alors, si on commence par les éléments les plus chargés, donc dans ce groupe dit de complexes anioniques solubles, en fait, on va trouver ici des éléments comme le carbone, l'azote, le soufre ou le phosphore, qu'on ne trouve jamais à l'état natif dans la nature. Ils sont toujours systématiquement combinés à l'oxygène. En fait, ces éléments ont un potentiel ionique qui est tellement grand, donc une surface qui est très très fortement chargée, en l'occurrence positivement ici, avec 4 à 6 charges positives, eh bien, ils sont tellement fortement chargés qu'ils vont dissocier les H+ des molécules d'eau, donc ils vont casser les molécules d'eau, et ils vont s'associer avec l'oxygène des molécules d'eau. Donc on va trouver le soufre qui va se combiner avec l'oxygène pour donner des ions sulfate, le carbone pour donner des ions carbonate, l'azote pour donner des ions nitrate, le phosphore pour donner des ions phosphate. Et donc à partir du moment où ils sont combinés à l'oxygène, eh bien ils vont se retrouver très faiblement chargés, et puis finalement de grande taille. Et donc ils vont être facilement, ils vont rester très facilement dispersés ou dispersables dans l'eau. Le groupe des hydrolysats, lui,
c'est un petit peu différent, à savoir que ben voilà, ils sont chargés, ils sont un petit peu moins chargés que les éléments du complexe ionique soluble. Et à ce moment-là, la dissociation de l'eau ne va être que partielle, c'est-à-dire qu'on va dissocier les molécules d'eau en H+, et en OH-. Et à ce moment-là, les cations vont s'unir, vont se combiner avec les hydroxydes OH- pour former ce qu'on appelle des hydroxydes insolubles, comme les oxyhydroxydes de fer ou d'aluminium. On retrouve en fait dans ces éléments, dans ce groupe d'hydrolysat, des éléments comme le fer ou l'aluminium, qui sont en fait des éléments qu'on retrouve très très peu en solution, puisque systématiquement combinés aux OH- pour former des oxyhydroxydes de fer ou d'aluminium qui eux ne sont peu ou pas du tout mobiles en solution. Et puis enfin on va trouver un troisième groupe dont le potentiel ionique sera supérieur à 3, inférieur à 3, pardon, qui sont en fait des éléments de grande taille et très faiblement chargés, donc ils n'ont aucune influence sur la molécule d'eau. L'eau reste l'eau, et en fait, au contraire, ils vont se retrouver assez systématiquement séparés, et donc maintenus en solution, par la molécule d'eau qui, comme vous le savez, est un dipôle. Et donc on va très facilement pouvoir garder en solution ces éléments-là. Alors ce diagramme de Goldschmidt n'explique pas absolument tout, mais il permet de bien résumer le fait que les cations solubles et les éléments du complexe ionique soluble sont facilement lessivables et maintenus en solution. Et par contre, le fait que les hydrolysats, comme les hydroxydes de fer ou d'aluminium, alors on peut prendre la gypsite AlOH 3 fois par exemple, qui eux sont en fait des précipitats et donc ne sont jamais retrouvés en solution. Pour résumer, peut-être c'est plus facile à retenir, on va retenir que les ions de grande taille et peu chargés sont très mobiles et donc restent facilement en solution, que les ions très chargés et très petits se combinent systématiquement avec l'oxygène pour former des complexes anioniques qui à ce moment-là deviennent gros et peu chargés et donc restent en solution également. Et puis enfin, entre les deux, on va trouver des éléments qui sont souvent des métaux, de taille moyenne, de charge intermédiaire, on va dire. On va trouver parmi eux le fer, l'aluminium notamment, et qui vont assez systématiquement, eux, se combiner avec des anions OH-, issus de la molécule d'eau, pour former des précipitats qu'on appelle des oxyhydroxydes de fer ou d'aluminium. Voilà, donc en principe on comprend mieux maintenant la façon dont la composition chimique d'une solution naturelle est fabriquée, comment, d'où viennent les éléments en solution et pourquoi ils y restent, pourquoi ils n'y restent pas. Et la prochaine fois on va changer d'échelle et on se penchera plus particulièrement sur les modalités de transfert de ces éléments en solution à l'échelle de l'hydrosystème, c'est-à-dire à l'échelle du bassin versant. À bientôt.